Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose de commencer une mini-série qui va débuter par l'installation en fait du logiciel GLPI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel comme son nom l'indique de gestion libre de parc informatique qui va vous permettre en fait tout simplement une fois installé de gérer les demandes de support des utilisateurs au niveau de votre organisation et bien plus vous allez pouvoir ensuite le coupler avec OCS pour faire des remontées d'inventaire et plein de choses. Mais là dans cette première partie, je vous propose d'installer GLPI sur Ubuntu Server 16.10 qui est la dernière version aujourd'hui et on va mettre en place donc tout ça dans une machine virtuelle évidemment qui va vraiment correspondre à ce que vous feriez sur une machine physique mais qui aura pour avantage ici de pouvoir pour ce cours enfin ce tutoriel d'installation qui aura pour avantage d'être un peu plus flexible notamment pour tester tout ça à l'écran. Donc je vous propose de démarrer par l'installation d'Ubuntu Server. Alors c'est parti, j'ai créé déjà ma machine virtuelle, donc je vais éditer ces settings avec vous pour que vous compreniez bien. Une machine ici très simple avec 1 Go de mémoire, un processeur, un simple hard disk assez rapide, et j'ai au niveau de la carte réseau, j'ai fait un pont bridge de manière à ce qu'elle soit répliquée, que je puisse ensuite me connecter grâce au navigateur internet sur GLPI, en tout cas sur l'IP de cette machine virtuelle. Donc c'est parti, j'ai renseigné ici l'ISO et on va donc simplement maintenant démarrer la machine virtuelle pour procéder à l'installation de Ubuntu Server. Donc l'installation d'Ubuntu Server est relativement simple. Ici on va devoir renseigner notamment la langue d'installation. Ici on va choisir installer Ubuntu Server. Jusque là rien de bien compliqué, l'installation est assez simple. Donc ici on va devoir définir les paramètres. Évidemment on est en France dans mon cas. Ici la détection du clavier, je vais faire oui. Ça va me proposer ici d'appuyer sur les touches plus, comme vous pouvez le voir, Y. Ici la touche W. Ici on me demande si j'ai ce genre de touche, je réponds non et je réponds non. Et on peut voir que par défaut du coup l'assistant nous a installé le type de clavier fr.oss, ce qui va être parfait. Donc on continue, c'est parti. Donc là on risque d'avoir un petit peu de temps de téléchargement. Je ferai certainement pause le temps que tout ça se fasse, hein, histoire de gagner du temps. Alors on me demande le nom de la machine virtuelle, par défaut je vais laisser Ubuntu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dans mon cas ici ça suffira. Alors le nom complet du nouvel utilisateur, donc je vais l'appeler tout simplement utilisateur, je ne vais pas m'embêter. Alors c'est important, donc ici en identifiant pour le compte utilisateur, ce qui va être très important, donc je vais faire continuer. Le mot de passe, alors pour le mot de passe je vais faire un mot de passe relativement simple. Alors pardon, je me suis trompé de touche, voilà. Donc le mot de passe utilisateur, je vais faire triple A, en fait tout simplement. Je peux voir l'afficher. Donc ici ça va être relativement simple. Évidemment, ce n'est pas à faire quand vous installez un serveur, enfin un GLPI ou autre. Mettrez des mots de passe bien plus complexes. Là, c'est à but vraiment de tuto, donc je ne m'embête pas de trop. Donc ce mot de passe, on me prévient qu'il est faible en termes de sécurité, donc je vais quand même forcer en disant oui. Chiffrer le dossier personnel dans mon cas, c'est pas nécessaire. Donc ici on me propose de me baser sur le temps Europe Paris, c'est parfait, donc je valide évidemment. Au niveau du partitionnement, je ne vais pas m'embêter, je vais faire utiliser un disque entier, assister, je vais prendre l'intégralité du disque ici qui fait 20 Go, comme on peut le voir, donc rien de bien compliqué, faut-il appliquer évidemment, je choisis oui. Et là, l'assistant me crée les disques avec les partitions qui vont bien, je n'ai pas à m'en soucier. Alors ici, à cette étape, on me demande si j'ai un besoin d'utiliser un mandataire HTTP, ce qu'on appelle un proxy, ce qui n'est pas mon cas, mais sinon vous pouvez le configurer ici. Donc je vais continuer.
À cette étape, on me demande si évidemment je veux faire des mises à jour. Donc évidemment, vous allez choisir installer les mises à jour de sécurité automatiquement. Mais là, dans mon cas, encore une fois, c'est un tuto, je ne vais pas m'embêter. Donc je ne choisis aucune mise à jour. Alors là, ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, dans le cadre ici, on va juste utiliser le standard system utility, qui est le noyau de Ubuntu, qui est indispensable. Vous pouvez d'ores et déjà installer automatiquement des rôles comme le rôle DNS, LAMP qui va être un serveur web, les mails, Postgre Database, Samba pour le partage de fichiers, et etc. comme vous pouvez voir. Ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser ici le serveur OpenSSH que je vais sélectionner par la barre d'espace, de manière à pouvoir me connecter ensuite à ma machine virtuelle avec un logiciel comme Putty qui va me permettre en fait de bénéficier du copier-coller, ce que vous allez voir qui va être assez pratique, surtout quand vous utilisez, quand vous installez du Linux, parce qu'il y a beaucoup de lignes de commande à taper, et notamment ici en une seule ligne on va devoir installer des packages, et c'est une ligne qui va être assez longue à rentrer avec les noms de packages qui sont souvent problématiques si on fait une erreur de syntaxe. Là on va pouvoir utiliser le copier-coller avec Putty, ce qu'on va voir par la suite. Donc là on termine l'installation. Alors, ici, ça va nous permettre en fait d'installer le programme démarrage Grub, qui va vous permettre en fait de booter. Ce qui va être aussi intéressant pour ceux qui poussent un peu plus loin, qui utilisent les diverses versions de distribution de Linux. Ici, de gérer à l'amorçage plusieurs systèmes d'exploitation. Donc là, je vais évidemment installer le programme Grub qui va me permettre de démarrer Ubuntu Server. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc là, la fin de l'installation est en cours. On va avoir un redémarrage où on va avoir un petit peu cette interface qui va nous permettre automatiquement de lancer par défaut ici le seul système d'exploitation que j'ai sur ma machine, en l'occurrence Ubuntu Server 16.10. Donc l'installation est terminée. On me dit maintenant d'enlever les supports si c'est le cas. Ici c'est une VM, donc j'ai pas de problème, je dois pas retirer en fait mon ISO. Mais dans votre cas, si c'est une machine physique, vous retirez le CD, le DVD, ou évidemment ici on peut avoir une disquette, mais c'est plus tellement d'actualité, un périphérique bootable style clé USB. Donc je vais continuer. Et normalement, ma machine virtuelle devrait redémarrer sans aucun souci. Dans votre cas, alors on peut voir Grub justement ici qui par défaut propose un petit menu de démarrage. La machine se lance. Et on devrait pouvoir se loguer avec l'utilisateur qu'on a créé lors de l'installation. Ici, avec le nom qui était utilisateur et le mot de passe AAA. Encore une fois, je répète que c'est un mot de passe qu'il faut évidemment un peu complexifier. Là, dans le but du tuto, j'utilise quelque chose de très simple. Donc, je vais ici taper utilisateur et le mot de passe qui va avec. Et on peut voir que je suis bien logué ici sur la machine. Voilà pour cette partie d'installation de Ubuntu Server Power qui est relativement simple. Alors on va maintenant s'intéresser à l'adressage IP de cette machine, parce qu'évidemment ici on va consulter, on va voir comment on peut consulter tout simplement par la commande ifconfig. Alors je tape ifconfig qui va être un petit peu l'équivalent d'ipconfig dans les systèmes Windows. Vous pouvez voir ici que j'ai une adresse IP qui est attribuée en 192.168.1.124. Évidemment mon réseau ici est un réseau domestique qui est adressé, donc l'adresse réseau est 192.168.1.0 avec un /24 comme vous pouvez le voir, un netmask de 255.255.255.0. Et donc on va devoir ici, parce que ce sera quand même plus intéressant, de fixer cette adresse IP, étant donné que pour consulter par le biais d'un navigateur web, on va devoir aller renseigner cette adresse IP pour ensuite pouvoir afficher GLPI. Alors pour ce faire, on va naviguer au niveau de notre arborescence, donc on va faire un cd / et on va pouvoir lister, vous pouvez voir en faisant ls, ce qui est pour ceux qui ne connaissent pas du tout Linux, l'équivalent du dir pour afficher les fichiers et dossiers dans l'arborescence. On peut voir ici que j'ai pas mal de dossiers et de fichiers. Et pour
pour configurer une adresse IP fixe avec un système Linux, majoritairement tous les systèmes, toutes les distributions, ça va être à peu près pareil. On va utiliser un éditeur qui s'appelle Nano dans notre cas. Il y en existe d'autres, mais celui-ci est assez populaire, et on va devoir en fait tout simplement éditer un fichier et renseigner les coordonnées IP qu'on veut fixer dans ce fichier. Donc ce fichier se trouve dans le dossier etc que vous pouvez voir à la racine. Et ensuite, si je fais un ls, on va voir qu'il y en a pas mal, et ce dossier s'appelle network. Alors, une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous devez taper des dossiers, comme vous pouvez voir, c'est assez long, avec Linux, vous pouvez taper tout simplement les premières lettres et faire une tabulation qui va vous proposer par défaut, en fait, vous pouvez voir les dossiers correspondants. Donc ici, je suis bien dans le dossier network, je fais un ls, et là, on peut voir que j'ai le fichier interface is, avec un s au pluriel, qu'on va devoir éditer, et on va pouvoir ici fixer notre adresse IP. Donc, j'utilise Nano pour ça, donc je vais faire un sudo auparavant pour récupérer les droits administrateurs pour être certain, sinon je vais avoir un problème d'enregistrement de mon fichier interface. Donc sudo, j'exécute Nano qui est l'éditeur et je renseigne le fichier, en l'occurrence ici interfaces. Donc Nano, ici mon sudo me demande le mot de passe administrateur, donc c'est encore une fois le même, et on peut voir que ce fichier s'édite dans l'éditeur Nano. Alors on va voir maintenant comment on peut tout simplement fixer notre adressage IP dans ce fichier. C'est assez simple. Donc ici je suis dans le cadre d'une machine virtuelle, donc évidemment vous pouvez voir qu'ici j'ai Auto ENS33 qui est l'interface virtuelle. Vous risquez vous d'avoir plutôt un ETH0 ou autre en fonction de la machine. Ici c'est une machine physique et encore une fois c'est une machine virtuelle. Alors la première chose qu'on va faire, on va laisser donc en automatique le nom de l'interface ici qui est ENS33, et vous pouvez voir qu'ici en dessous j'ai IFAS ENS33 Inet DHCP. Donc je suis en fait client DHCP avec cette machine, ce qui explique que j'ai récupéré cette IP précédemment. Donc là ce que je vais faire, je vais placer ici supprimer DHCP et placer tout simplement le mot statique à la place. Et par la suite maintenant on va devoir tout simplement fixer l'adressage. Donc ça va être assez simple, c'est des mots-clés à retenir, donc qui vont être communs dans la plupart des distributions Linux. Donc ici on va fixer l'adresse IP qu'on veut utiliser. Donc je vais prendre 192.168.1.205, ce qui devrait être libre au niveau de mon adressage au niveau du réseau, mon LAN. Ensuite on va devoir tout simplement afficher le CIDR, donc le masque de ce réseau, donc ici ça va être le net mask. Donc je vais renseigner 255.255.255.0, ce qui correspond à un SH24. Donc évidemment il faudra vous caler en fonction de ce que vous devez faire. Ensuite on va y marquer, on va afficher l'adresse networks, donc c'est tout simplement l'adresse réseau. Donc ici qui va être le 1.0, étant donné que mon CIDR est en 24 juste au-dessus, en /24, triple 255.0. Ensuite on va afficher, on va lui renseigner l'adresse par exemple par nom de broadcast, je vais arriver à le dire, donc 292.168.1.255. donc ça évidemment vous devez connaître un minimum l'adressage réseau pour pouvoir renseigner tous ces paramètres, ou alors vous renseignez au prix de l'administrateur. La passerelle par défaut, on va la définir avec le mot-clé gateway. Dans mon cas ici ça va être 192.168.1.254. Et on va terminer tout simplement par l'adresse du serveur DNS. Dans mon cas ici ça va être donc DNS, le mot-clé c'est names servers, voilà, donc en anglais. Et ici on va simplement renseigner l'adresse du serveur DNS. Dans mon cas ça va être de nouveau ma passerelle. Voilà. Donc ici, c'est fait. Donc on a normalement tout ça devrait fonctionner. Donc pour maintenant enregistrer ces modifications, on peut voir ici dans le bas de Nano qu'on a des lettres avec par exemple X quitter, O écrire, R lire fichier, chercher, couper et j'en passe. Donc ce qui va nous intéresser ici maintenant, c'est d'écrire des modifications au niveau de ce fichier. Donc on peut voir que c'est O avec une petite flèche sur un petit chapeau, on va dire, qui correspond en fait à la touche CTRL. Donc je vais faire CTRL O et là on peut voir nom du fichier écrire. Évidemment ça me propose par défaut interface 6 qui est le nom du fichier que j'ai édité avec Nano. Donc je vais valider par la touche entrée et on peut voir que j'ai bien 18 lignes d'écrit. Et maintenant je vais faire un CTRL X, vous l'aurez compris, pour quitter. Et je récupère ici mon shell. Donc je vais redémarrer ma machine. Pour ça, avec Ubuntu, on va taper reboot et on va redémarrer la machine. Une fois la machine redémarrée, évidemment, on va se loguer et on va refaire un ifconfig pour voir si notre adressage a bien pris. Alors attention, je vous répète, si vous faites la moindre erreur de syntaxe, vous risquez d'avoir des soucis, mais pas d'inquiétude, vous retournez dans ce fichier, vous l'éditez, vous vérifiez que tout va bien. Donc ici, ça charge, je devrais devoir avoir la possibilité de me loguer d'ici quelques secondes.
et on va voir si tout ça fonctionne. Donc le login c'est utilisateur et le mot de passe que je renseigne. Une fois voilà, je suis logué, je vais retaper un ifconfig pour vérifier et on peut voir que maintenant j'ai bien 192.168.1.205. Alors évidemment on va aller un peu plus loin, on va vraiment vérifier que cette machine fonctionne. Donc je vais repartir sur mon système hôte, c'est-à-dire la machine que j'ai ici qui héberge cette machine virtuelle. Évidemment dans le cas où vous utilisez une machine physique, vous allez sur une autre machine de votre réseau et vous faites un simple ping dessus pour voir si ça répond bien. Alors ici j'ai ouvert une invite de commande et je vais tout simplement aller pinguer cette adresse, donc qui est à 192.168.1.205 et on peut voir que ça répond au niveau du réseau, donc il n'y a pas de souci. Cette configuration a bien été modifiée au niveau de ma machine Linux, ma machine Ubuntu Server, et j'ai bien ici fixé son adresse en 192.168.1.205, ce qui va être très intéressant par la suite. Alors je suis resté comme vous pouvez voir sur ma machine hôte qui est pour vous dans votre cas par exemple, vous allez pouvoir vous connecter maintenant grâce à PuTTY qui est un logiciel terminal multiprotocole comme on peut le voir, SSH, RAW, Telnet, qui va vous permettre en fait tout simplement de vous connecter ici à une machine ou à un serveur, dans l'occurrence ici SSH, à distance, c'est-à-dire que je reste sur ma machine hôte. Ce qui va me permettre de ne plus devoir intervenir sur cette machine physique. Dans mon cas ici c'est une machine virtuelle. Mais ça aura aussi grand intérêt d'utiliser PuTTY parce que vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser très facilement le copier-coller, ce qui va être vraiment intéressant quand vous utilisez une distribution Linux. Alors pour me connecter à cette machine, tout simplement ici je lance PuTTY, vous pouvez utiliser un autre logiciel et je vais renseigner tout simplement son adresse IP qui est le 1.205 comme on a pu le voir précédemment, on l'a justement fixé et on va faire Open. Alors on peut voir qu'automatiquement ici PuTTY me demande de me loguer. Alors vous risquez d'avoir un petit message d'avertissement, vous passez outre, ce n'est pas très gênant. Donc ici je vais me loguer de la même manière que si j'étais sur ma machine, donc l'utilisateur et le mot de passe qui va avec. Et on peut voir que j'ai exactement la même interface, c'est très similaire. Alors la première chose qu'on va faire ici c'est mettre à jour en fait quand vous installez vous allez installer des packages sur un système frais comme ça. Donc on va faire un sudo apt-get update qui va mettre à jour en fait. Alors évidemment ça me demande le mot de passe, je fais AAA et on peut voir que les choses sont en train de se mettre à jour, ce qui va être très important quand vous allez installer des paquets. Donc on va lancer deux commandes qui est l'apt-get update, comme on peut voir c'est fait, et on va pouvoir faire aussi l'upgrade. Donc upgrade. Alors pour ceux qui ne savent pas, la flèche du haut vous permet en fait tout simplement de revenir sur ce que vous avez tapé précédemment. Donc là on vous demande ici de mettre à jour après cette opération, voilà, ça prendra de l'espace disque évidemment, je vais le faire. D'ailleurs si je valide par entrée, on peut voir que le O est en majuscule, ce qui va avoir par défaut en fait c'est comme si j'avais tapé O. Donc ça va être assez intéressant. Alors là par contre il faudra patienter un petit peu. Donc je vous je vais faire une petite pause le temps que tout ça se met à jour et je vous récupère dès que tout ça est en place. Alors le système est à jour, on va pouvoir maintenant attaquer l'installation des packages. Alors pour ce faire, je vais simplement utiliser un copier-coller. Je vais ici faire un clic droit pour coller la ligne de commande que je viens de copier précédemment. Vous allez avoir à disposition dans l'article, ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, allez sur le site et vous allez voir que vous avez un article qui va vous permettre de récupérer tout ça. Alors on peut voir ici comment ça va se passer. J'ai un sudo donc qui va me permettre d'utiliser apt-get qui va me permettre d'installer des packages en fait. Donc on peut voir que derrière apt-get j'ai bien le mot-clé install qui va me permettre maintenant de lister les uns derrière les autres les paquets à installer. Dans mon cas en l'occurrence on peut voir le premier qui est GLPI et on peut voir par la suite séparé par un espace PHP 7.0-curl et vous en avez pas mal d'autres. Donc ce sont toutes des dépendances nécessaires à l'installation de GLPI. Donc là je vais tout simplement valider par la touche entrée. On peut voir ici que maintenant ça va me poser quelques petites questions qui, rassurez-vous, n'ont rien de bien compliqué. Donc souhaitez-vous continuer, on me dit que tous ces paquets vont être installés et mis à jour, donc je vais évidemment valider tout simplement par entrée. On peut voir que le O est de nouveau en majuscule, donc par défaut c'est la réponse oui. Donc tout ça s'installe, on peut voir. Donc je vais avoir quelques petites questions qui m'ont posé le temps de l'installation, évidemment parce que certaines dépendances vont être installées, notamment pour la base de données. On va me demander des logins, des passwords et tout ça est relativement simple. Donc là on peut voir que ça télécharge les paquets et que ça va les installer les uns derrière les autres. Donc ça se passe un peu de commentaires ici, donc je vais laisser cette vidéo opérer et je vous reprends dès qu'on a quelque chose à renseigner.
Alors on peut voir ici que j'ai un outil de configuration de paquets, j'ai une question, donc justement ça installe les paquets MySQL, le serveur MySQL, et on me dit qu'il est évidemment très fortement recommandé de mettre un mot de passe pour le compte administration MySQL qui va être root par défaut. Donc ici on va pas s'embêter, encore une fois vous mettez un mot de passe complexe, moi je vais écrire 3 fois A de nouveau pour avoir quelque chose de simple. Évidemment on me demande de confirmer le mot de passe. Et je valide. Donc maintenant, on vous dit que pour la configuration de GLPI, il faut vous rendre à l'adresse IP http / le nom du serveur, dans l'occurrence ici ça va être son IP, /GLPI avec un navigateur web pour terminer l'installation en fait de GLPI. Donc je vais faire OK. Et là, on peut voir ici qu'au niveau de ma machine virtuelle, ça va se terminer. Alors on va patienter encore. Alors ici, on me dit, et encore une fois c'est très simple, le paquet GLPI a besoin d'une base de données installée et configurée avant de pouvoir utiliser. Ceci peut être nécessaire géré par le fichier dbconfig/common. Donc ici, on vous demande, faut-il configurer la base de données GLPI avec, évidemment on va dire oui. Donc vous pouvez voir que c'est relativement simple au niveau de l'installation, il y a un assistant. Donc ici on me demande le mot de passe de connexion pour GLPI sur le serveur de base de données. Donc on va choisir de nouveau 3 fois A, on va faire OK, on confirme. Alors évidemment vous retenez bien ces mots de passe, ici je prends le même mot de passe, c'est vraiment quelque chose de très basique qui n'est pas du tout sécurisé, mais encore une fois c'est dans le but de vous montrer comment on peut installer ça. Donc voilà, au niveau ici de GLPI c'est terminé. Alors une petite chose qu'on va devoir faire tout simplement pour être sûr, c'est redémarrer le service Apache. Donc pour ça rien de plus compliqué, on va taper de nouveau sudo pour avoir la commande administrateur, service Apache 2 et plus loin restart pour redémarrer en fait le service. Donc voilà, pas de problème, j'ai pas de message d'erreur, donc le service a bien redémarré. Donc je vais maintenant pouvoir fermer PuTTY, je n'ai plus besoin en fait de taper de ligne de commande. Maintenant le reste de l'installation se fera par le biais du navigateur internet, notamment ici sur mon système hôte. Alors j'ai ouvert mon navigateur web et je vais renseigner maintenant l'adresse de mon serveur, donc http://. Ici ça va être donc mon adresse IP qui va être le 192.168.1.205 et je vais mettre un /GLPI pour procéder à l'installation de GLPI. Et on peut voir ici que c'est déjà fait, d'ailleurs il n'y a plus d'installation. Je vais pouvoir maintenant tout simplement me loguer. Par défaut le mot de passe après installation pour la partie administrateur, le login est GLPI et le mot de passe est GLPI. Je vais valider ici avec post. Et on peut voir, alors je n'ai pas enregistré, et on peut voir ici que j'ai tout simplement maintenant accès à GLPI, donc on ne va pas aller plus loin, on va simplement s'intéresser ici aux petites choses qui sont à modifier. Donc ici on peut voir que pour des sécurités, on peut changer le mot de passe par défaut qui est GLPI, tech, normal et post only. Vous avez les 4 ici. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, parce que ça va se faire par le biais de l'interface, c'est encore une petite intervention ici au niveau du serveur Ubuntu Server. On vous demande pour des raisons de sécurité de supprimer le fichier install PHP qui se trouve dans le dossier install. Alors, en fonction des versions, ça va être un petit peu différent. Donc, on va devoir retourner au niveau de notre machine virtuelle, soit par PuTTY, soit directement sur votre machine, et on va devoir supprimer ce fichier install.php, ce que je vous propose de faire tout de suite pour terminer cette installation. Alors j'ai récupéré ici ma machine virtuelle et donc je vais maintenant supprimer ce dossier install.php. Alors selon les distributions Linux que vous allez utiliser pour installer GLPI, ce fichier peut se trouver un petit peu à des endroits différents. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ici et on va voir tout de suite la commande locate qui va me permettre en fait de voir où se trouve en fait, où est stocké ce fichier. Donc elle est suivie tout simplement du fichier qu'on veut trouver en l'occurrence. Mais là vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ma version de Ubuntu Server est fraîchement installée et on va devoir mettre à jour la base de données, en fait l'indexation des fichiers. Donc pour ça, rien de plus compliqué, rien de plus simple, update, on va taper donc un sudo de nouveau et update db qui va permettre en fait tout simplement de mettre ça à jour. Alors ça se fait automatiquement après un certain laps de temps, mais là étant donné que mon Ubuntu Server est fraîchement installé, ça n'a pas encore été fait. Et vous allez voir que maintenant si
je relance mon local install.php, j'ai bien une réponse. Et on peut voir que ce fichier est tout simplement stocké dans le dossier USR, char, glpi, install et install.php. Donc on va devoir tout simplement maintenant supprimer ce fichier. Et rien de bien compliqué pour ce faire. Donc je vais faire un cd/. Donc on peut voir ici que je vais aller dans USR, ensuite share, ensuite glpi. Donc voilà, et pour terminer, install. Et si je fais un ls dedans, on peut voir que j'ai bien ici le fichier install.php que je vais m'empresser tout simplement maintenant de supprimer. Donc pour supprimer un fichier avec Ubuntu Server, c'est relativement simple. Donc on va remettre un sudo pour avoir les droits administrateurs, rm pour supprimer le fichier, et le fichier on va le nommer qui s'appelle de toute façon install.php. Je valide, et là on peut voir que maintenant si je fais un ls, on a bien ici le fichier install.php qui est bien disparu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va se reconnecter à l'interface de glpi pour voir si ce message a disparu. Donc je reviens sur le navigateur web qui est déjà connecté. Donc je vais ici faire un logout tout simplement et je vais me reconnecter en tant qu'administrateur avec, je vous rappelle, glpi en termes de login et de password. Et on peut voir que j'ai bien l'avertissement concernant le dossier d'install qui a bien disparu, évidemment pour les raisons de sécurité. Ici on vous demande de changer les mots de passe par défaut, ce qui va être qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc voilà, cette première partie, maintenant cette vidéo est terminée. On a réussi, on a installé Ubuntu Server avec les différents rôles, on a installé les packages de glpi et maintenant glpi est installé sur le réseau local et on va pouvoir tout simplement se connecter à glpi comme on a pu le voir. Et dans les prochaines vidéos, je vous propose maintenant de voir comment fonctionne un petit peu glpi au niveau de son utilisation, que ce soit au niveau des postes d'incidents, de la résolution de tickets, de sa clôture, ou tout simplement des diverses possibilités comme la base de connaissances. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, un petit commentaire. Donc je vous rappelle que ici on a installé un serveur glpi sous Ubuntu Server. J'ai utilisé une machine virtuelle, mais si vous utilisez une machine physique sur votre réseau local, ça fonctionnera exactement de la même manière. Ensuite, on va pouvoir se connecter à glpi par le biais d'un navigateur web classique sur n'importe quelle machine qui est sur le réseau local. Donc voilà une façon simple de l'installer. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, un petit like pour ceux à qui cette vidéo aura été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.